Jinping, du monde arabe. C'est notre deuxième thématique puisqu'on est en train de parler de géopolitique internationale justement et des différents partenariats stratégiques, justement l'occasion dans cette logique de poursuivre avec ce sujet. On parle bien. Peut-être dire finalement, Luc Michel, que Pékin aujourd'hui est un acteur certes discret, mais incontournable au Moyen-Orient finalement. C'est exact, mais il faut aller sur Twitter pour voir les communications des ministres chinois. Ils célèbrent tous l'ancienne route de la soie et les 15 siècles de collaboration entre la Chine et le monde arabe. La Chine, c'est un vieil État historique, contrairement aux États-Unis qui n'ont pas de passé et pas d'histoire. Et donc, ils savent très bien que l'histoire, elle forge, celui qui maîtrise le passé forge le futur. Maintenant, ce qui est en train de se passer, évidemment, c'est que le projet de Xi Jinping, les routes de la soie, vers l'Europe, vers le Moyen-Orient et vers l'Afrique, c'est en train de devenir une réalité. Le mandat à vie que Xi Jinping a obtenu au pouvoir en Chine, ça pérennise le projet des routes de la soie. Les routes de la soie, elles atterrissent à Birmingham, à Lisbonne, à Malabo, à Dar es Salaam et évidemment aujourd'hui à Dubaï et à Riyad. C'est une révolution. Les Américains ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les routes de la soie. Il y a des programmes géopolitiques américains complets contre. Ils ont échoué. Et Poutine a très bien compris cela. Lorsqu'il a lancé la dédollarisation du monde, il a placé la dédollarisation du monde au cœur des routes de la soie. Il faut retenir une chose, c'est que le projet géopolitique chinois des routes de la soie, il a un cousin idéologique. C'est le néo-eurasisme de Poutine, c'est-à-dire la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. C'est cela la réalité du monde de demain. Les Américains, je ne pense pas qu'ils ont perdu la guerre, ils ont perdu une bataille, mais ils sont très mal placés pour remporter la suivante. Merci. Eux qui pensaient dominer la mise en place de la Troisième Guerre mondiale vers 2050-2070, en ayant à ce moment-là éliminé la Russie et la Chine, c'est plutôt raté pour eux. J'ai entendu tout à l'heure Linda qui disait que les États-Unis progressaient en Ukraine. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de reculer en Ukraine, en Méditerranée, en Afrique, au Proche-Orient. Ils sont en train de reculer devant la Chine, au Proche-Orient et en mer de Chine. C'est cela qui est en train de se mettre en place. C'est le monde de demain. Ce monde sera multipolaire. J'ai vu beaucoup de défaites. J'ai vu mourir l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie, la Jamaïque libyenne. Mais aujourd'hui, moi je suis dans la dernière période de ma vie. Je sais que la victoire, elle n'est pas certaine, mais elle est enfin possible. C'est cela qu'il faut retenir. Je vous remercie, Luc Michel. Merci pour cette explication. Alors, Gamal Abina, je précise, Terfous Mène, qu'on sortira de ce sujet tout à l'heure avec vous, avec une dernière question. Mais avant, Gamal Abina, on sait que les dirigeants arabes, du monde arabe regardent, et Luc Michel le disait tout à l'heure, avec un intérêt majeur, le projet pharaonique des routes de la soie lancé en 2013 par le président chinois. Le Moyen-Orient s'impose de son côté aujourd'hui comme une zone de transit entre le marché asiatique et le marché européen. De son côté, la Chine est devenue peu ou prou un acteur géopolitique majeur et incontournable. Alors, dans le contexte de la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite, Gamal Abina, on a le sentiment justement en lisant certains médias occidentaux ou en écoutant justement que tout cela se joue ou s'est joué dans le contexte de la petite détérioration des relations entre les États-Unis par exemple et l'Arabie Saoudite, compte tenu peut-être de la façon dont a été accueilli Joe Biden il y a 3 mois en Arabie Saoudite, parce que selon des commentateurs, des analystes justement, on a pu noter qu'ils ont relevé le fait que Xi Jinping a été par exemple mieux accueilli en Arabie Saoudite que Joe Biden il y a 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Joe Biden a été mal accueilli parce qu'il a été mal accueilli dès le départ de son élection. Il a eu une posture extrêmement agressive vis-à-vis de Ben Salman à la suite du meurtre de Khashoggi, qui a été découpé en morceaux, on le rappelle.
et qui a été expurgé dans l'ambassade. Ça s'est passé dans le consulat ou dans l'ambassade, je crois, en Turquie. S'il n'y a pas de trace de son corps, juste pour répondre à ça rapidement, c'est évidemment pas, ils vont pas se vanter d'avoir découpé un homme en morceaux. Mais ce qui est certain, c'est que ça a été documenté, enregistré, et j'en veux pour preuve si ce meurtre n'a pas eu lieu, il y a eu des condamnations en Arabie. Ils ont trouvé des gens qu'ils ont condamnés pour ce meurtre. Donc le meurtre a bien eu lieu. Mais pour revenir au mouton, oui, ça se passe pas bien, évidemment, entre Biden, en tant que Biden, le président américain, et Ben Salman. Officiellement, ça se passe pas bien. Et évidemment, Xi Jinping qui arrive en Arabie, lui n'a pas ce problème-là. Il ne va pas reprocher à MBS d'avoir assassiné Khashoggi, il s'en fout. C'est un citoyen américain en plus. Il ne va pas reprocher à MBS de ne pas être un bon démocrate, puisqu'ils ne sont pas plus démocrates en Chine. Il va juste dire à MBS que nous voulons un rapport cordial, de qualité et d'échange économique, en passant évidemment ces fameuses routes de la soie qui passent plus ou moins par l'Arabie, même si c'est pas vraiment l'Arabie le chemin principal. Mais c'est surtout une zone d'approvisionnement. La Chine est le plus grand producteur industriel au monde, et l'Arabie le plus grand producteur de gaz et de pétrole au monde, quasiment. Donc, ces deux éléments constituent effectivement un rapprochement obligatoire, stratégique, économique et nécessaire. C'est vraiment une nécessité impérieuse pour la Chine, qui est le premier importateur quand même de gaz saoudien, c'est vrai de le rappeler tout à l'heure. Et l'autre aspect important qu'il faut souligner, c'est que c'est pour ça que je mets toujours des guillemets. Moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage Ben Salman, j'ai jamais eu de sympathie pour les royaumes en général, parce que c'est des autocrates ou des dictateurs qui font ce qu'ils veulent et qui ont souvent, qui n'ont jamais été inquiétés, par exemple. C'est pour ça que je suis étonné de ce que j'entends, par les révolutions arabes. Ils n'ont jamais été inquiétés. Le seul pays qui était un peu déstabilisé, ça a été Bahreïn en français, et il a été immédiatement soutenu par l'Arabie qui a envoyé ses troupes. Donc je ne crois pas du tout que ces pays aient été ciblés par le printemps arabe, parce que c'est des pays qui sont pro-occidentaux traditionnellement. Ceux qui ont été ciblés par le printemps arabe sont des pays qui avaient une ligne indépendante. La Libye, évidemment. L'Algérie avait été ciblée, mais on n'a pas osé aller jusqu'au bout. Évidemment, la Syrie, évidemment, l'Irak, évidemment, tous les pays du front du refus. Donc, ces pays-là ont été ciblés, mais les royaumes n'ont jamais été ciblés. Ça, c'est pas vrai. Alors, simplement pour dire, sur les questions du rapprochement sino-arabe, l'Arabie, c'est que si c'est un rapprochement réel, et s'il y a vraiment un vrai chambardement géopolitique, eh bien, la preuve qui sera produite, et on le voit au Mali aujourd'hui, ce sera le départ des troupes d'occupation américaines qui sont installées depuis 91. C'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si effectivement l'Arabie, le Bahreïn, les Émirats veulent tous faire la paix avec Israël. N'oublions jamais que l'Arabie ne le fait pas parce qu'ils ont peur d'un coup d'État. C'est tout ce qu'ils en empêchent. Parce que ils sont soi-disant les gardiens du temple musulman. Donc le seul pays qui n'a pas fait la paix pour l'instant avec Israël, c'est l'Arabie et le Qatar. C'est tout. Et donc aujourd'hui, si effectivement il y a un vrai rapprochement, un vrai changement géopolitique majeur, c'est le jour où les troupes américaines qui occupent ces territoires partent du territoire. Parce qu'avec le soutien russe et chinois, il n'y a pas besoin d'une protection américaine. Ils se protègent de qui d'ailleurs? De l'Iran. L'Iran n'a jamais attaqué aucun pays. Aujourd'hui, l'Arabie fait une guerre au Yémen, c'est une guerre infâme, catastrophique, et ils font la guerre au seul pays de la région qui n'était pas une monarchie, mais qui était une république. Faut jamais l'oublier, ça. Donc ce Yémen réunifié maintenant est un pays martyr, le pays le plus pauvre de la planète affronte le pays le plus riche de la planète, quasiment. Et bien ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte. On peut pas enjoliver le tableau en disant que Ben Salman est un homme formidable. C'est pas un homme formidable. C'est un type qui fait la guerre au Yémen. C'est un type qui a découpé un homme en morceaux. C'est un type qui est un allié stratégique des États-Unis et qui ne rompra jamais avec Israël, contrairement à l'idée reçue. Donc c'est se rappeler. Si on veut vraiment voir un changement géopolitique majeur, si on veut vraiment voir des relations qui sont complètement qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le jour où les troupes américaines qui occupent la région partiront, comme le Mali l'a fait, comme ça a été fait à l'époque en Libye, comme tous les pays qui se veulent indépendants le font. Tant qu'il y aura des troupes américaines dans la région, le pacte Quincy et les relations malsaines qui existent entre les États-Unis et le Moyen-Orient seront toujours maintenues. Et je rappelle que ces troupes américaines sont destinées à garantir à la fois la défense des approvisionnements des hydrocarbures, le passage des hydrocarbures dans le Golfe et surtout par le canal de Suez, et puis ne jamais perdre de vue une chose, la protection d'Israël qui est une base avancée américaine. Israël ne contrôle pas l'Amérique, c'est l'Amérique qui contrôle Israël. Il faut jamais se tromper là-dessus, parce que j'entends beaucoup ce discours-là. Je veux dire, si Israël contrôlait l'Amérique, l'Iran serait balayé de la carte depuis longtemps. Israël, ça fait 30 ans qu'ils demandent le bombardement de l'Iran, ils ne l'ont pas obtenu, parce que les Américains ont leur propre agenda. Ils utilisent l'Israël, c'est bien confortable, mais c'est bien les États-Unis qui dirigent. Donc aujourd'hui, si les bases américaines sont évacuées de la région, à ce moment-là, je vous dirais oui, effectivement, il y a un changement extraordinaire. Effectivement, on peut peut-être faire confiance à Saoud, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Saoud joue une partition pour gagner de l'argent, pour gagner des relations multilatérales, en l'occurrence, ils veulent des intérêts qu'ils défendent pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans leur pays, mais en aucun cas, c'est un changement géopolitique majeur. Je n'y crois pas du tout. Je vous remercie, Gamal Abina, merci pour ces explications. Alors, pour sortir avec cette thématique Terre Force Men, en attendant justement que s'opère
peut-être un jour, comme l'a dit Gamal Abina, on l'a vu pour le cas du Mali, on le voit pour le cas du Mali, que s'opèrent donc ces changements géopolitiques majeurs. Terfousmen, est-ce qu'on peut, dans le contexte de ces relations entre la Chine et le monde arabe, ce qu'on a pu observer pendant ces 3 jours de la visite de Xi Jinping du 7 au 9, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, on peut envisager, pourquoi pas, un élargissement des BRICS avec l'intégration peut-être des pays arabes qui ont, d'une certaine façon, émis le souhait d'intégrer ou de rejoindre l'organisation des BRICS? Très bien. En fait, on peut être toujours optimiste pour assister donc, à l'avènement d'un nouveau monde, donc piloté par un monde multipolaire, comme disait très bien tout à l'heure Luc Michel. Mais on n'est pas dans ce cas de configuration. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'intérêts entre États, et notamment en parlant des Saoudiens et les Américains. Les Saoudiens détiennent d'énormes richesses en numéraire, on va dire, aux États-Unis, donc dans le trésor qui est détenu par le trésor américain. Je ne pense pas que cette rupture va avoir lieu de sitôt. Déjà pour revenir donc en relation américano-saoudienne. Et pour les pays, pour revenir aux BRICS, donc vous citiez tout à l'heure les pays potentiellement donc candidats à l'adhésion dans cette organisation, il faut noter que le BRICS, c'est une organisation économique et pas militaire. C'est pas, par exemple, une organisation qui soit, par exemple, à l'image de l'OTAN. C'est carrément différent. Maintenant, on est beaucoup plus dans cette optique, il est vrai, économique. D'ailleurs, l'Algérie, pas plus loin que le mois dernier, donc avait donc rejoint ces pays-là avec l'aide de l'Iran et de la Chine, d'ailleurs, qui ont favorisé justement l'adhésion de l'Algérie. Donc, les BRICS, il faut s'attendre, on va dire, à des progrès économiques, d'échanges commerciaux entre les pays donc adhérents et peut-être de futurs pays arabes, comme vous l'avez si bien dit. Et donc, excusez-moi, il y a mon fils qui vient de me perturber, je suis désolé, il vient de rentrer. Donc voilà, donc pour revenir donc, au pays des BRICS, il est vrai qu'on peut être optimiste, on peut être dans cette optique-là et imaginer un monde nouveau avec à la tête de ce monde des pays qui soient plus ou moins favorables aux pays comme les pays africains, les pays arabes, qui sont, on va dire, les pays du tiers-monde. C'est ainsi qu'on peut les appeler, on ne peut pas les appeler autrement. Mais le monde actuel tel qu'on le vit actuellement, je ne pense pas que les Américains vont laisser faire aussi facilement donc ces pays adhérer parce qu'il y a des moyens de pression, comme par exemple pour l'Arabie Saoudite, il y a l'affaire de Khashoggi, il y a les richesses qui sont détenues donc au Trésor américain par justement l'establishment américain qui va donc interdire et surtout empêcher les Saoudiens de basculer du côté Est. Et les Saoudiens, encore une fois, même s'ils sont à la tête du monde arabo-musulman de par les lieux saints, ils ne vont pas de sitôt changer de cap et le monde arabe ne suivra pas malheureusement, à part peut-être les républiques, comme disait tout à l'heure Gamal. Les républiques ont payé un lourd tribut, on l'a vu en Syrie, on l'a vu aussi en Libye, toutes les républiques qui ont donc supplanté les anciennes monarchies. Le Yémen aujourd'hui est en train de payer justement, si vous voulez, ce prix de républicain, et l'Arabie Saoudite a besoin vraiment, comme disait Gamal tout à l'heure, des Américains pour achever, ou plutôt en finir avec cette république-là. Merci à vous, Terfousmen, pour toutes vos explications également concernant ce sujet du rapprochement stratégique entre la Chine et le monde arabe dans le contexte de la visite du 7 au 9 dernier de Xi Jinping en Arabie Saoudite à Riyad précisément. Alors on va sans transition rapidement passer à notre troisième et dernière thématique pour sortir de cette émission à moins 15 minutes pratiquement de la fin de l'émission. Alors on va tous dire un mot sur cette cellule justement, pas de l'Allemagne, cette cellule projetant des attaques contre le Parlement qui a été démantelé mercredi dernier en Allemagne. Sur ce sujet, je commence avec vous, Luc Michel, avant de repasser la parole à Linda Larbaoui. Alors Luc Michel, que sait-on exactement de ce qui s'est passé mercredi dernier en Allemagne, cette cellule projetant des attaques contre le Parlement qui a été démantelée? Que s'est-il passé exactement, Luc Michel? Mais moi, je déplore que vous tombiez dans les pièges de la propagande de l'OTAN. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas du tout de complot en Allemagne. Ce qu'il y a, c'est une vaste opération
de déstabilisation des réseaux pro-russes qui a lieu en Allemagne, en Belgique et en Tchéquie. Je connais bien le dossier parce que je suis une des cibles principales en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Il y a des manifestations pro-russes toutes les semaines, en particulier à Berlin. Elles ne sont pas organisées par l'extrême droite, mais par un parti de gauche qui s'appelle Die Linke et qui est l'héritier du Parti communiste d'Allemagne de l'Est et qui est majoritaire à Berlin-Est. Ces gens-là, évidemment, on essaye de les déstabiliser. La deuxième pointe de l'assaut, il se passe en Tchéquie, où on a voté une législation qui criminalise le soutien à la Russie et qui est en train d'être étudiée pour être étendue à toute l'Europe. Le troisième point d'attaque, c'est la Belgique. En Belgique, il y a une grande attaque qui est menée dans la presse contre les réseaux pro-russes que j'ai organisé il y a 15 années. Je suis le principal attaqué avec le vice-président du Parlement flamand, qui est un des indépendantistes flamands qui s'appelle Philippe de Winter. On nous accuse de tous les maux. Philippe de Winter est accusé de trafic d'armes. Moi, je suis accusé de déstabiliser l'Ukraine et l'Afrique en compagnie de Yevgeny Prigozhin. Il n'y a donc pas du tout de complot. Ce qui se passe, c'est que les dirigeants atlantistes de l'Union européenne, ils sont en train de faire de pied. Par exemple, il y a eu une étude la semaine passée en Belgique où on détermine que 60% des Belges sont opposés à leurs dirigeants atlantistes et au soutien à l'Ukraine. Dès lors, évidemment, il faut éviter que des mouvements pro-russes puissent gagner les prochaines élections. En particulier, en Belgique en 2024, il y a des élections générales et on pense que les indépendantistes flamands vont avoir la majorité en région flamande. Ce sera la fin de la Belgique. Dès lors, l'Union européenne, les dirigeants atlantistes qui sont secoués par les scandales. On a hier arrêté la vice-présidente du Parlement européen, une socialiste pour corruption avec le Qatar. Dès ce moment-là, les dirigeants européens, évidemment, et les dirigeants de l'OTAN, mènent une série d'opérations pour limiter la liberté politique et la liberté d'expression. C'est tout ce qui se passe en Allemagne. Il essaie d'identifier hier, d'ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a fait une déclaration pour signaler qu'il n'avait pris aucune part dans ce soi-disant complot et qu'il ne participait pas à la déstabilisation des institutions.